Bernard Tapie, quelle est votre image de marque? Mauvaise. Et votre argent, ça peut séduire? Beaucoup plus que mon charme. Beaucoup plus. Ça, je fais pas l'ombre d'un doute. C'est la vraie star des années 80. C'est l'histoire d'un businessman à qui tout réussit. Bernard Tapie est beau, riche et séduisant. Chef d'entreprise, animateur télé, patron de l'OM, Tapie est une machine à gagner. Mais tout va changer pour lui le jour où il va entrer en politique. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Devenu ministre de Pierre Bérégovoy, Tapie est soupçonné de piller les caisses de l'État avec l'aide du pouvoir. Bernard Tapie est dans mon gouvernement, je considère qu'il est honnête, je lui fais confiance. Depuis que Tapie est proche du pouvoir, les scandales politico-financiers éclatent, les mises en examen s'enchaînent. Une réaction, s'il vous plaît. Attends, Bernard! Personne n'est dupe, on assiste à la chasse à Tapie. On veut ça. Elle est organisée, mais avec un seul objectif. Tuer Tapie. Nous sommes là parce qu'on vient de vous attribuer 400 millions d'euros d'argent public. Je souhaite pas porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Ma grande récompense dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, il est seul. La gauche l'a abandonné et la droite l'a abandonné. Nous allons vous raconter les péripéties d'un flambeur qui a été flambé. L'histoire d'un manipulateur, ô combien manipulé. Qui veut abattre Bernard Tapie? Tout le monde, vous trouverez personne pour le défendre. C'est mieux comme ça. Mais je sais pas faire ça. Allez, s'il vous plaît. C'est l'une de ses toutes premières apparitions à la télévision. Bernard Tapie a 40 ans et il est un homme d'affaires brillant qui a bâti en un temps record une fortune colossale. Parti de rien, ce fils d'ouvrier de la banlieue parisienne est fier d'afficher son impressionnante réussite dans cette émission d'Antenne 2, au titre un brin tapageur, mais qui annonce clairement la couleur. Avec le concours de Bernard Tapie, président du groupe Bernard Tapie. Ce faiseur de fric a déjà tout compris à la télé. En acceptant d'être filmé dans son intimité, il cultive une image de chef d'entreprise moderne, dynamique, un patron libéral, sans aucun tabou. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Or, pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Bernard Tapie est l'un des premiers en France à parler de manière aussi décomplexée des vertus de l'argent. Il faut dire que les Français viennent d'élire 2 ans plus tôt François Mitterrand, un président socialiste pour qui l'argent et le capitalisme sont, si l'on en croit ses discours, des ennemis à abattre. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Autant dire que Tapie et son jet privé font quelque peu mauvais genre dans cette France en pleine crise économique.
Mais l'homme d'affaires assume tout et imprime son style avec un franc-parler inhabituel à la télévision. En fait, je crois que les médiocres, il faut toujours qu'ils essaient d'expliquer leur médiocrité, notamment en rabaissant la performance des autres. C'est pas nouveau. Je crois que, objectivement, je vais faire une confidence. La vie des médiocres, complètement égale parce que, au fond de moi, je crois vraiment que je les emmerde. Tapie a toujours sécrété l'envie et la jalousie, parce qu'il était beau à mourir, parce qu'il était riche, parce qu'il était aimé des Français. Et c'est cette espèce de rancœur accumulée qui créera le phénomène Tapie. Un phénomène qui fait polémique, car Tapie s'enrichit en rachetant des sociétés au bord du dépôt de bilan, sur les conseils de son avocat et ami Jean-Louis Borloo. À l'époque, de nombreux entrepreneurs au bord du gouffre consultent le duo Tapie-Borloo pour tenter de sauver leur entreprise de la faillite. Et l'homme d'affaires a un flair infaillible pour miser sur celles qui vont lui rapporter très vite beaucoup d'argent. Cette année 1983, par exemple, Tapie rachète la petite entreprise Look, qui fabrique des skis pour un petit franc symbolique. 5 ans plus tard, il réussit à la revendre à un joli pactole de 40 millions d'euros. Au milieu des années 80, Tapie est à la tête d'une quarantaine d'entreprises et réalise un chiffre d'affaires juteux de 800 millions d'euros. Ils avaient mis au point un système qui leur permettait de racheter des boîtes en difficulté. Ensuite, il dégraissait et ensuite, il revendait au meilleur prix une fois qu'il avait fait le nettoyage. Et c'est comme ça qu'il a fait une fortune colossale parce qu'à l'époque, il sautait vraiment sur tout ce qui bouge. C'est un désosseur, c'est un vautour. Il reprend à la casse des entreprises pour les désosser. Malgré des méthodes contestables, l'entrepreneur est à l'époque un modèle de réussite qui donne des conférences un peu partout en France. Comme dans cette école de commerce où, avec son ami Borloo, il livre aux étudiants les clés du succès. 3 qualités: imaginatif, vendeur, meneur. Compte tenu de la crise actuelle, quelle formation donnez-vous à des gens comme nous? Quel type de cours je donnerais? Vous serez tellement obligé de négocier tout le temps, que ce soit avec vos fournisseurs, avec vos concurrents, avec votre personnel, avec vos banquiers, avec votre femme, ou avec votre mari, vous serez tellement obligé de négocier, je vous apprendrai à vendre. À chaque fois, il remplit la salle, il arrive avec son avion à Limoges ou à Angoulême, il fait son show, les gens sont là, se précipitent sur lui en disant enfin quelqu'un qui nous parle de l'entreprise de façon décomplexée, etc. Et ça va être les émissions Ambition. Et les émissions Ambition qui faisaient en prime time plus de 30%, c'était, on parlait d'économie à 8h30 à façon de Tapie, d'une espèce de show absolument incroyable. Bernard Tapie est le patron le plus médiatisé de France. TF1 le choisit tout naturellement pour animer la première émission entièrement dédiée à l'entreprise et au business. Et comme s'il avait fait ça toute sa vie, l'homme d'affaires crève l'écran. Un Français sur 3 interrogé dit « j'aimerais entreprendre ». Et pourtant, 1 sur 1000 seulement entreprend. Mon ambition, c'est qu'il y en ait plus seulement 1 sur 1000 qui ait envie d'entreprendre. C'est qu'il y en ait 5, c'est qu'il y en ait 10, c'est qu'il y en ait 100. Et qu'enfin, parce qu'on est le pays le plus génial, on devienne aussi le pays leader. L'économie à la sauce Tapie fait un carton. Et pas seulement auprès de la ménagère de TF1. Le lendemain, invité sur le plateau d'Yves Mourouzi, le président de la République lui-même avoue être tombé sous le charme de l'homme d'affaires. Alors il faut s'appeler Coluche, Tapie, Delon récemment dans le Figaro Magazine, X, Y ou Z pour faire passer des vibrations que l'on attend des politiques. Je le dis peut-être moins bien, mais ma conviction rencontre celle de Tapie et de bien d'autres. Et j'admire ceux qui en sont capables. Et dans la mesure de mes moyens, et avec les moyens aussi de ma fonction, vraiment je m'efforce de les aider. Mitterrand sent très bien qu'un personnage comme ça peut être un atout pour réconcilier la gauche et l'argent, la gauche et l'entreprise. Et Tapie, c'était vraiment l'ouverture. L'ouverture vers le capitalisme, entre guillemets. Je pense que Mitterrand a eu l'intuition de se dire c'est un homme nouveau en politique. Et ça nous apportera une forme de fraîcheur.
Tapie a tapé dans l'œil du président. Et cela tombe bien, car l'homme d'affaires a très envie de se frotter à la politique. J'ai dit, ne fais pas de politique, Bernard. Ce sont des piranhas. Ils vont te dévorer. Laisse ça de côté. Tu as tout pour réussir dans la vie. Tu fais pour faire des affaires. Il m'a dit, oui, mais j'ai connu le business. J'ai connu l'argent. Je veux connaître ce pouvoir de la politique. Et puis, je veux faire du bien aux Français. Quelques mois plus tard, le businessman et le président vont finir par se rencontrer grâce aux efforts d'une connaissance commune, le publicitaire Jacques Séguéla. L'entourage de François Mitterrand ne voulait pas qu'il le voie. En particulier Attali, qui nous disait de ne pas y aller, puis tout le monde autour de lui qui lui disait « mais attention, on ne fréquente pas un Bernard Tapie, il faut s'écarter de tout ça ». Et ça excitait beaucoup François Mitterrand. Jacques Séguéla organise un déjeuner chez lui à Neuilly-sur-Seine et il assiste au grand numéro de charme de Tapie sur le président. Il y a eu 3 heures d'une rencontre entre 2 personnages, entre 2 forces de la nature et de l'esprit qui ont échangé comme ça. Et c'est là où j'ai vu la fascination de Mitterrand qui lui a fait, comme il savait le faire, une cour extraordinaire et qui l'a subjugué à tout jamais. Et qui lui a dit, vous êtes fait pour la politique et on se retrouvera. En 1987, Tapie est donc dans les petits papiers du président de la République. Il souhaite entrer en politique, mais il n'a pas encore choisi son camp. Il attend qu'ait lieu la prochaine élection présidentielle dans quelques mois. François Mitterrand est candidat à sa propre succession, mais un homme à droite est capable de le battre, c'est son Premier ministre, Jacques Chirac. Tapie va se plier en 4 pour tenter de le séduire lui aussi. Match à 40 ans, 2000 numéros. Toutes ces images dans mon cœur, dans ma vie, tout est un match aujourd'hui. Match à 40 ans. Bernard Tapie anime l'émission de variété Match 2000 sur TF1. Il a invité le candidat à la présidentielle Jacques Chirac et pour l'accueillir, il n'hésite pas à en faire des tonnes. La personnalité que je vais rejoindre maintenant est une grande star. Cette grande star, cette grande vedette. Et oui, devinez qui est-ce? Et oui, c'est pas Madonna, non, mais c'est notre Premier ministre. Un peu de calme. L'avantage avec les hommes politiques, c'est que ça met de l'ambiance, vous voyez. À 8 mois de la présidentielle, Bernard Tapie offre une vitrine médiatique exceptionnelle aux candidats du RPR. Et vous savez, c'est grâce surtout à tous ceux qui créent, et dans tous les domaines. C'est grâce à ceux qui font Ariane. Je viens de faire 48 000 km en 37 heures, grâce à ceux qui ont fait Concorde. C'est à ces hommes-là que l'on doit que la France soit un grand pays. Je profite que vous soyez là pour vous dire que très souvent, trop souvent, droite ou gauche, les hommes politiques ne sont pas jugés par les Français à la valeur qu'est la leur. Et je le dis parce que je le pense. Et au nom de l'intégralité des gens qui pensent comme moi, je vous tire un coup de chapeau à tous. Eh bien, on remercie notre Premier ministre, M. Jacques Chirac, qui a fait les milliers de kilomètres pour être présent ce soir et pour marquer qu'il n'était pas indifférent aux choses de notre existence. L'invitation de Jacques Chirac peut paraître anodine, mais à quelques mois des élections, elle n'est pas dénuée chez Bernard Tapie de toute arrière-pensée politique. Il pense qu'il va être élu et qu'il faut toujours être du côté du manche pour arranger ses affaires. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Vous savez, c'est pas forcément un homme extrêmement complexe, Bernard Tapie, de ce point de vue-là. C'est là on voit la solidité des convictions politiques de Bernard Tapie. Sa seule conviction politique, c'est d'être tapiste. Là où sont mes intérêts, là je vais aller politiquement. Il a un culot d'enfer, et donc personne n'imagine la duplicité et sa capacité de mensonge. Il a été, quand ça l'arrangeait, à gauche. Après, si ça l'arrange, il est à droite. Mais il est bourré de talent et tout le monde veut le connaître. L'homme d'affaires a du talent. En un rien de temps, il est parvenu à charmer à gauche et à droite les 2 favoris de l'élection présidentielle.
Il ne reste plus qu'à attendre que soit désigné le vainqueur. François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bull BVA avec 53,9% des voix. Le 8 mai 1988, Mitterrand est largement réélu face à Jacques Chirac. Tapie va entrer en politique à gauche, dans le camp socialiste. Et cela tombe à pic pour le président, qui après 7 ans au pouvoir, a besoin d'ouvrir le parti à des hommes neufs et populaires. Mitterrand est amusé par ce profil. Il n'a pas de profil comme ça en stock. Il n'a pas ce personnage un peu libéral, truculent et qui ose tout. Et cette espèce de culot fascine Mitterrand. C'est vrai que Tapie, à ce moment-là, incarne non seulement l'argent, mais l'argent financier, incarne la spéculation, incarne les dérèglements. Voilà, Tapie a une tête de dérèglement financier. Mais ça ne fait pas peur du tout à François Mitterrand. Il se dit immédiatement, ça va intriguer, ça va déranger mes adversaires, ça va m'apporter quelque chose. Un mois seulement après la présidentielle, les Français doivent retourner aux urnes pour élire leurs députés cette fois-ci. Mitterrand a là une occasion rêvée de lancer Tapie en politique et il choisit pour lui Marseille. Marseille, car ici l'homme d'affaires est presque un dieu vivant. 2 ans plus tôt, il vient de reprendre l'OM, le mythique club de foot marseillais, et il est en train de le faire renaître de ses cendres. La popularité de Tapie à Marseille devrait l'aider à remporter une élection compliquée. Car Mitterrand mise beaucoup sur lui pour affronter ici un adversaire coriace, Jean-Marie Le Pen, également candidat à Marseille. Son parti, le Front National, a atteint dans cette région le score historique de 26% à la présidentielle et la gauche n'a pas encore trouvé le moyen de lui barrer la route. Il faut l'abattre à tout prix. François Mitterrand se rend bien compte qu'il y a un danger du Front National qui se précise et il demande à Tapie « J'ai besoin que vous m'aidiez. Je vous demande de vous présenter en politique à Marseille pour lutter contre le Front National. » Et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Et je lui dis, mais je pense que tu vas le faire. Je pense que si Mitterrand te le demande, bien sûr que tu vas le faire. Rien ne pourra t'en empêcher. T'en meurs d'envie et tu vas le faire. Il peut être médiatiquement celui qui va terrasser Le Pen, celui qui va faire rempart de son corps pour empêcher Le Pen de se faire élire à Marseille, et en même temps faire une entrée en politique très facile. Tapie se présente donc aux législatives, persuadé d'avoir toutes les cartes en main. Il va vite se rendre compte qu'en politique, il n'est pas du tout le maître du jeu. Pour l'heure, il fonce tête baissée et tente une opération séduction auprès de son adversaire, Jean-Marie Le Pen. Je me rappelle d'un coup de téléphone qu'il m'a donné. Il m'a dit « Jean-Marie, c'est Bernard. » Je dis « Bernard qui ?» Il m'a dit « Bernard Tapie. Il faudrait qu'on se voie. » Alors, écoutez, on se verra plutôt entre les 2 tours. Ça serait plus raisonnable. Voilà, et puis ça s'arrête là. Voilà, mais voilà, c'était un copain, quoi. Il m'appelait, il m'avait jamais vu de sa vie, mais pas de problème, quoi. C'est Bernard. Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas. Établir une relation apparemment cordiale avec un candidat du Front National ou le président du Front National. Qui veut la fin veut les moyens. Pour gagner, Tapie serait-il prêt à négocier avec Jean-Marie Le Pen? Il n'en aura de toute façon pas l'occasion, car les socialistes marseillais ont manœuvré pour empêcher ce face-à-face. Tapie se fait rouler en fait par les socialistes marseillais. Tapie se lance en politique en étant persuadé qu'il va lui-même affronter Jean-Marie Le Pen. Et en fait, les socialistes locaux ont très bien compris que Tapie est là pour leur voler la vedette et probablement pour se préparer derrière à une campagne municipale et à devenir une espèce de leader de la gauche. Évidemment, les socialistes marseillais ne veulent pas de cet intrus dans leur jeu. Et donc, ils vont lui monter un coup. Et en réalité, ils vont l'envoyer dans une autre circonscription. Tapie n'affrontera donc pas Jean-Marie Le Pen et sera catapulté dans une autre circonscription de Marseille, face à Guy Tessier, un candidat de droite très difficile à battre. Furieux,
Tapie contacte le patron du PS local, Michel Peuzet. Tapie m'appelle à l'époque, en disant, écoutez, moi c'est Le Pen qui m'intéresse. Je dis, je n'en doute pas, mais moi pas du tout. Donc, si vous allez chez Tessier, ça va. Si vous n'allez pas chez Tessier, je ne suis nullement demandeur à votre venue dans les Bouches-du-Rhône. Vous voyez arriver gros comme un soleil l'idée de la candidature à la mairie de Marseille. Bon, c'était ça. Tapie s'est fait avoir comme un bleu par son propre camp. Mais il ne lâche rien et il va tout faire pour battre le très coriace Guy Tessier. Assure-toi qu'ils ont des cartes postales, c'est ça qu'il faut là. Des cartes postales, merde, je les ai fait pour ça. C'est la première campagne électorale de sa vie, mais Tapie applique les recettes qui ont fait son succès dans les affaires. Bagout, séduction et promesse de lendemain qui chante. Quand je dis il n'y aura plus un jeune chômeur sans formation ici dans moins de 3 ans, je vais l'écrire parce que je vais le faire. Si c'est ça qu'ils veulent, je vais l'écrire et je vais m'y engager par écrit. Les autres, ils passent leur temps à dire aimons-nous les uns les autres, il faut reculer. Ils parlent, ils bavassent. Alors ça, ici, il y en a des parleurs. Il n'avait pas de code. Il était gonflé, solide et courageux. C'était une façon de faire de la politique qui était une façon physique de faire de la politique. Sur le terrain, il est aussi bon que dans le foot, qu'en télé. Je veux dire, ça, personne ne lui a appris comment il faut se comporter pendant une campagne électorale. Mais la partie est loin d'être gagnée pour Tapie. Guy Tessier, le candidat de droite qu'il affronte, ne se laisse pas du tout impressionner par le show médiatique de celui qu'il surnomme le Parisien. T'as vu qui nous donne moi? Le milliardaire parisien. Ça fait des promesses. Le milliardaire parisien. Tapie a un gros point faible, il n'est pas marseillais. Alors pour séduire les électeurs, il décide de faire toute sa campagne sur un thème très médiatique, lutter contre le Front National et contre Jean-Marie Le Pen, qui n'est pourtant pas candidat face à lui. Allez, salut. Et puis, pas Le Pen ici, hein. Nous, on y va. À la France avant tout, c'est vrai. Au revoir, amis, et à bientôt. Il faut effectivement battre le Front National. Tapie s'érige en symbole de la lutte anti-Le Pen et l'effet est immédiat. La France entière se délecte du duel entre les deux hommes. Pourquoi vous n'avez pas accepté de le rencontrer, Bernard Tapie? Vous fait peur? Nous ne jouons pas dans la même division, si j'ose dire, n'est-ce pas? Monsieur Tapie est un marginal de la politique, un avide de publicité, y compris à l'occasion des élections. Un chef d'entreprise en politique, c'est utile, vous pensez pas aujourd'hui? Il réussit en général sur les débris des autres entreprises et sur le licenciement massif des travailleurs dans les entreprises qu'il rachète généralement pour 1 franc à la case. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez définitivement pas le rencontrer à la télévision. Je n'ai aucune raison de rencontrer M. Tapie. Si M. Tapie s'était présenté dans ma circonscription, et puis nous sommes millionnaires l'un et l'autre, moi en voix et lui en dollars. Nous ne sommes pas, encore une fois, sur la même longueur d'onde. Tapie a bien compris la puissance médiatique de cet affrontement. Et toujours devant les caméras, il joue la surenchère en accusant TF1 de faire de la publicité à Jean-Marie Le Pen. À force de lui servir la soupe, tu vois, il a un bic comme ça, il est plein de soupe. Plein de soupe. Tu vois? Alors, la une, j'ai proposé un débat face à face, il a dit non. Alors à ce moment-là, ça intéresse les Françaises face à face. Alors continue à lui servir la soupe, de toute façon on va quand même l'éjecter de Marseille. C'est un comédien. Au moment où il était le grand adversaire du Front National, quand il nous croisait au Parlement européen dans les couloirs, il nous faisait un clin d'œil. Bon, c'est un ruffian, c'est un personnage, je le reconnais, talentueux dans ses prestations. Mais voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est pas très sérieux en politique. Et pourtant, le grand numéro de Tapie fonctionne. En combattant le Front National, l'homme d'affaires se pose en sauveur de Marseille et les Marseillais en redemandent. Dans sa circonscription, il a désormais de bonnes chances de battre son adversaire Guy Tessier. Il faut voter Bernard Tapie, un point c'est tout. Le 12 juin 1988, c'est le soir du deuxième tour. Tapie. À 20h, les premiers dépouillements sont très encourageants pour Bernard Tapie, qui se voit déjà élu député face à Guy Tessier. À sa permanence, on fête déjà l'événement. Bernard Tapie et son épouse Dominique savourent le moment. Et à 20h30,
le candidat rejoint le plateau d'Antenne 2 pour faire une déclaration. Tapie est tout sourire, certain d'avoir battu Guy Tessier. Mais pendant le trajet, la situation a basculé. Tessier annonce qu'il a 99 voix d'avance sur toi, et les calculs qu'on fait, c'est 300. Voilà, tête là. Et moi, je me vois contraint de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je lui dis, t'as pas gagné, t'as perdu. Laurent, appelle la permanente. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a un résultat qui donne 99 voix de plus à Tessier, et nos calculs, c'est 300 voix de plus. Et Tessier, on a appelé chez Tessier, Tessier dit qu'il a 99 voix de plus que toi. Il est allé sur le plateau et rien ne pouvait laisser deviner la rage dans laquelle il était et la déception personnelle aussi qui était la sienne. Et Bernard Tapie est en direct avec nous à l'autre bout de Marseille, à l'hôtel Sofitel. Vous nous entendez? On attendait votre réaction tout à l'heure à 20h aux résultats qu'on donnait. Vous êtes déçu, j'imagine? Ben oui, je suis d'autant plus déçu que il y a 1 heure, on m'annonçait vainqueur avec 277 voix d'avance. Et puis, lorsque toutes les serviettes se sont ramassées pour aller au bureau central, on est revenu avec 80 de retard. Ben, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Mais enfin, je me suis effectivement heurté pendant toute cette campagne à un métier nouveau. Quelques heures plus tard, c'est officiel. Tapie perd l'élection de 83 voix à peine. La droite marseillaise exulte, à l'image du député Jean-Claude Gaudin, qui trouve un malin plaisir ce soir-là à moucher en direct le protégé de François Mitterrand. Que M. Tapie soit battu, ça me fait très plaisir, parce que la campagne avec laquelle M. Tapie est venu, pensant qu'il pouvait acheter Marseille, un coin de Marseille, repartez à Paris. Vous arrêtez de nous saouler un peu avec vos langages. Repartez à Paris avec vos avions et vos milliards. Vous ne savez rien faire d'autre que ça. Parler, blablater, j'ai pas de milliards. raconter, blablabla. Voilà ce que vous faites. Repartez Alors à Paris je peux répondre, et avec vos si milliards. au moins vous aviez la politesse de laisser parler les autres. Ce soir-là, à gauche, dans le propre camp de Tapie, on se réjouit aussi de la défaite du Parisien. Je suis pas mécontent. ça c'est vrai. C'est vrai, je le dis loyalement. Ouf. C'était ouf quand même, hein, parce que c'était une déferlante, Tapie. S'il avait gagné à ce moment-là, il gagnait les municipales. Au lendemain de l'élection, Tapie est hors de lui. Il s'aperçoit qu'à droite comme à gauche, tous les moyens ont été utilisés pour le faire perdre, même les plus illégaux. Il y a fraude à gauche et fraude à droite. Voilà, tout simplement parce qu'à droite et à gauche, on ne veut pas de la présence de Tapie à Marseille, parce qu'ils le considèrent comme un intrus. Cette enquête du Conseil constitutionnel va confirmer l'existence de fraude lors de cette élection. Des irrégularités et des vices de forme ont bien été constatés à l'encontre de Bernard Tapie. Et ses ennemis n'ont pas lésiné sur les moyens pour l'empêcher de gagner. 333 fausses procurations ont été établies par des électeurs fantômes. Et comme si ça ne suffisait pas, une mallette pleine de bulletins en faveur de Tapie aurait mystérieusement disparu. Résultat, le Conseil constitutionnel annule l'élection et organise un nouveau vote quelques mois plus tard. Suite à ce nouveau scrutin face à Guy Tessier, Tapie est officiellement élu député des Bouches-du-Rhône. Je vous avais promis qu'on la gagnerait, on l'a gagnée. Et maintenant, expliquez-moi comment ils pourront en gagner une, puisque là où c'était leur propriété, ils n'ont pas été capables de nous battre. Quand vous reprenez son histoire politique, quand vous voyez comment il se fait élire député dans les Bouches-du-Rhône, ce qu'il promet partout, votez pour moi, vous aurez du boulot, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, bien entendu. Il n'en a rien à faire. C'est un démagogue. Quand il était député, il faisait rien. Hein. Il ne se passait rien. C'est vrai que Bernard Tapie ne laissera pas un souvenir inoubliable de sa carrière de député, parce que ça l'intéresse très modérément. Tapie a fait son entrée au Parlement, mais c'est pas pour y travailler, c'est pour le symbole. Mais le député Tapie s'ennuie en politique.
Les bancs de l'Assemblée nationale lui paraissent finalement beaucoup moins excitants que le sport ou les affaires. L'industriel perd peu à peu son appétit politique. Jusqu'à ce qu'une émission de télévision sur TF1 vienne réveiller son ambition de gravir beaucoup plus haut les marches du pouvoir. Ce 8 décembre 1989, Bernard Tapie est le seul homme politique à avoir accepté d'affronter Jean-Marie Le Pen sur le plateau de Patrick Poivre d'Arvor. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face, tous les deux face à face. Jean-Marie Le Pen qui nous a dit oui et Bernard Tapie qui nous a dit oui. On a eu une cascade de refus. On a eu d'abord un refus de la part du gouvernement, un refus de la part du PS, un refus de la part... En fait, en coulisses, c'est François Mitterrand en personne qui a exigé que ce soit Tapie et pas un autre qui affronte Le Pen ce soir-là. C'est la mise sur orbite de Tapie. On propulse Bernard Tapie qui va apporter du renouveau chez ces vieux socialistes Kakoshim. On lance un nouveau produit. Très vite, le débat sur l'immigration se transforme en un règlement de compte entre les deux hommes. Alors Jean-Marie Le Pen. Oui, M. Tapie est beaucoup plus connu comme organisateur de spectacles sportifs que comme député à l'Assemblée nationale. Mais Dieu merci, comme il le dit, il est dans la majorité présidentielle et il est bien vu de l'Élysée, il est bien vu du château. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. Mais Tapie ne se laisse pas impressionner. Il connaît bien son adversaire et il est décidé à lui rendre coup pour coup. Quand il a une émission importante, les 15 jours avant l'émission, il ne fait que ça, se préparer à l'émission. Bernard, on croit qu'il est comme ça, qu'il improvise, pas du tout. C'est un énorme travailleur. Et il aiguise ses formules, il se prépare et il arrive comme un boxeur. Sur le ring. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, oui, poli. Vous avez dû apprendre à parler la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Il lui a dit « tu me fais pas peur ». Il en avait, vous voyez ce que je veux dire? Cette expression est horrible, je ne devrais pas l'employer. Moi, si distingué, il en avait. Il l'a mis KO pratiquement au premier round. Mais physiquement, parce que Le Pen en avait peur. Et il m'a dit, je voyais en face de moi Le Pen transpirant, s'imaginant que j'allais lui en mettre une, et s'il avait dérapé, il en aurait pris une. C'est le genre d'homme qui ne me fait pas peur. Je suis un ancien officier de parachutiste de la Légion étrangère, donc c'est pas un homme comme Tapie qui me fait peur. Bon, je vais me rappeler que j'étais un poids lourd. Je lui rentre dedans le soir où il dit ce qu'il a dit. Tapie ose aller là où peu d'hommes politiques auraient osé s'aventurer. Il joue sur le même terrain que son adversaire, la provocation, les mots cinglants et surtout une présence physique impressionnante. C'est un grotesque. Ensuite, monsieur. C'est un pitre, monsieur. Vous avez dit, attendez. Attention. Écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite. Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Vous rigolez. Enfin, regardez-vous. Mais alors, regardez. Vous verriez un peu ce que c'est qu'un boxeur poids lourd. Deuxième chose. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Oui. La France découvre un politicien instinctif, capable d'en découdre avec le président du Front National. Tapie, le député de Marseille, vient de gagner ses galons de leader politique d'envergure nationale. Voilà un nouveau personnage qui entre en politique, une sorte de héros positif de la gauche qui va venir porter des coups à l'extrême droite. Et donc, évidemment, oui, pour lui, c'est en tout cas, dès le début, une très bonne opération médiatique. Je suis effectivement celui qui sait combattre le dragon. C'est un merveilleux coup, c'est un magnifique coup. Juste après l'émission, Mitterrand téléphone à son poulain. « On ne m'épate pas souvent en politique, lui avoue-t-il, mais pour ce que vous venez de faire, chapeau. » Les Français aussi sont conquis. 1 sur 2 déclare qu'il pourrait voter Bernard Tapie à la présidentielle. L'émission politique L'heure de vérité s'intéresse alors au phénomène. Vous êtes arrivé d'évoquer une candidature présidentielle, oui ou non? Je suis content. Là, je vais prendre 5 minutes.
C'est 5 minutes de trop. 1 minute. Non, faites-moi plaisir. Et puis je vous donne... On a le temps un peu. Il y a votre patron de chaîne, là, tout ça, on peut faire 5 minutes de plus, je vais vous dire. Si quelque part, moi, qui ne connais pas Tapie, je suis à Bayonne, je suis cadre supérieur et je lis les journaux. Et je connais Tapie par ce biais-là. Je vais vous faire une confidence. Il me sortirait par les narines. D'abord parce que je trouve qu'il en fait des tonnes. C'est ce qui m'avait semblé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je me dis, ce type, il pourrait peut-être en faire un peu moins, que ça serait pas mal. Alors, si moi je suis à Bayonne, je vois, quand je prends mon avion pour aller à New York, le sondage, l'événement du jeudi, 5 pages dans Nouvel Obs, cette espèce en première page, comme ça, avec... Bon, mais ça, c'est la mise en scène. Ce qui m'intéresse d'avoir, c'est juste un point précis, c'est est-ce qu'à un moment ou un autre, vous envisageriez, et pour quelle raison, d'être candidat à l'élection présidentielle? Moi, j'ai montré que j'étais des merdes, que je pouvais faire de chômeurs, je pouvais en faire des jeunes qui avaient un boulot. J'ai montré, et je vais montrer qu'on peut réduire Le Pen à moins de 10%. Vous allez voir. Mais j'ai pas montré que j'étais capable de connaître les mécanismes de l'État. J'ai pas montré que j'étais capable d'être un bon ministre. J'ai pas montré tout ça. Après, on verra. Tapie président, l'idée n'est pas pour lui déplaire. Mais pour le moment, il a d'autres chats à fouetter. Le businessman qui saute sur tout ce qui bouge a flairé un très bon coup. Et un mois à peine après cette émission, il va réaliser la plus belle affaire de sa carrière. Adidas décidément sous les feux de l'actualité, comme l'on dit, puisque cette firme allemande, numéro 1 mondial des articles de sport, est officiellement passée cette semaine sous contrôle de Bernard Tapie Finance, qui a racheté 80% des actions au terme de 9 mois d'une difficile négociation. Le ballon Adidas, celui de la Coupe du Monde, dans les filets de Bernard Tapie. C'est une entreprise qui, d'abord, elle correspond bien à ce que j'aime. C'est une vraie société qui fait du sport et elle est très politique. C'est une démarche qui est beaucoup plus stratégie politique à l'échelle mondiale que quand je vends des piles. Bernard Tapie, il scénarise. Donc, il choisit d'annoncer le jour de la finale de la Coupe du Monde de football 1990 qu'il a réussi un coup fantastique. Mais il ne dit pas moi, il dit la France. C'est-à-dire que c'est moi, Bernard Tapie, qui réalise cette affaire, mais c'est une affaire qui fait la fierté de la France. Un joli coup médiatique, mais en réalité un coup de bluff. Tapie n'a pas les moyens de s'offrir Adidas. Il doit trouver au plus vite 244 millions d'euros pour financer son projet. Et donc, pour que l'affaire puisse se réaliser, maintenant qu'il l'a annoncé et maintenant qu'il l'a mise en quelque sorte au service de la France, eh bien, de façon tout à fait logique, le gouvernement va se mobiliser. Au gouvernement, Bernard Tapie a un ami, en tout cas une relation proche et ancienne, qui s'appelle Pierre Bérégovoy. Ça tombe bien, Pierre Bérégovoy est ministre de l'économie et des finances. Tapie et Bérégovoy se connaissent bien. Il y a quelques années, l'homme d'affaires a racheté l'entreprise Look, située à Nevers, le fief de Bérégovoy. Lorsque Tapie veut racheter Adidas, Pierre Bérégovoy est ministre des Finances, bien placé pour lui donner un coup de main. Grâce à son soutien, les banques publiques acceptent de financer le projet du businessman. D'accord. Et elles lui signent un très gros chèque. Bernard Tapie absorbe ainsi une multinationale 15 fois plus grosse que sa propre entreprise. Dans la vie ordinaire des affaires, un banquier, quand il voit un de ses clients qui lui dit « J'aimerais racheter une entreprise 15 fois plus grosse que la mienne et j'ai pas un sou à mettre dedans, même pas 5% pour la racheter », le banquier lui dit « Vous vous moquez de moi ?» Non, là, on lui dira pas ça. Le Lyonnais dira « Banco, allons-y ». Honnêtement, dans la vie des affaires, on n'a jamais vu un deal pareil. Et c'est un cadeau des socialistes à l'époque. Est-ce un cadeau empoisonné? Bernard Tapie est désormais à la tête d'un empire qui vend des articles de sport dans le monde entier, mais qui est en mauvaise santé. Adidas est dans le rouge depuis des années. Mais pour sa première visite au siège français de la marque en Alsace, Tapie se pose en chef de guerre industriel, sûr de redresser l'entreprise. Les pertes cette année 90 seront 0. Adidas ne perdra pas l'argent en 90, c'est absolument certain.
Et non seulement elle ne perdra pas d'argent en 90, mais elle va en gagner beaucoup en 91. Ça aussi, c'est aussi sûr. Pronostiquer pas de fermeture, il n'y en a pas de prévu. Pas de déménagement, il n'y en a pas de prévu. Et pas de vente de filiales, il n'y en a pas de prévu. Hein? Donc pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de catastrophe en vue, quoi. On ne peut que voir les choses positivement. On oublie quelque peu la personnalité. On voit le grand coup et on parle de nous. Alors là, ça nous a tous fait du bien, oui. Il comprend notre problématique, il est dans le monde du sport, il est avec l'Olympique de Marseille, il a fait quand même un certain nombre de choses. On se dit, ah, allez. Mais Tapie ne tient pas ses promesses et il se produit tout le contraire de ce qu'il avait annoncé. Plusieurs plans sociaux, des centaines de licenciements et il délocalise. Et on vient de nous informer que votre site sera totalement arrêté. Donc il y aura 233 suppressions d'emplois. Adidas ne veut plus de vous, il faut donc trouver des compensations. Monsieur Tapie, c'est un bon parleur, c'est un beau parleur. Et il passe par les banques, il veut les sous, et quand les sous, il les a, il laisse tomber. Parce que partout où il passe, ça dépasse. 2 ans après l'arrivée de Tapie aux commandes, de nombreux salariés ne font plus du tout confiance en l'homme d'affaires. C'est un opportuniste, donc c'est un homme qui fait des coups. Et il a fait un coup de communication. Et Adidas était le prétexte à cette communication pour servir ses intérêts. Ça a toujours été ça. Monsieur Tapie, tout ce qu'il a fait, il a fait pour servir ses intérêts. Il n'a jamais été chef d'entreprise, il ne le sera jamais. Il était homme politique, soi-disant propriétaire d'Adidas. Il ne connaissait pas du tout son sujet. En 2 ans, Tapie n'est pas parvenu à redresser Adidas et il semble déjà prêt à quitter le navire. Il n'a pas les succès qu'il espérait à la tête d'Adidas. Il est dans une sorte de fuite en avant. Et donc, cette fuite en avant le conduit à accélérer le tempo sur la politique. Bernard Tapie fonctionne à l'instinct. Les affaires vont mal, il rebondit sur la politique. Et il n'a pas à chercher bien loin. Le Parti socialiste dirigé par Pierre Mauroy a besoin de lui à nouveau à Marseille, pour les régionales cette fois-ci. Les élections s'annoncent difficiles pour le PS. Pierre Mauroy pense que Tapie peut faire la différence. Il le nomme tête de liste. Le président de l'OM pourra être un bon candidat pour la région. Cette région que nous devons regagner. Tapie sait que cette élection peut être une marche vers le pouvoir. Il va tout faire pour battre à droite Jean-Claude Gaudin, le favori, et un candidat qu'il connaît bien, Jean-Marie Le Pen. Il va d'ailleurs faire toute sa campagne sur un thème qui lui a bien réussi jusque-là. Le Pen, c'est un salaud, mais pas les électeurs. Parce que les électeurs, ils souffrent. Mais comment peut-on tenir des discours pareils? C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. La phrase fait scandale et les médias ne perdent pas une miette de la campagne de Tapie, chaque jour interpellés par des électeurs du Front National mécontents. Pourquoi vous m'avez traité de salaud? Mais non. Non, écoute, j'ai ma femme qui a l'ours. Je veux dire que déconne pas parce que tu es respectable. Voilà. Ne me traite pas les autres de salauds. Ben, c'est vrai, j'aurais pas dû. Non, mais c'est vrai. Non, alors, par contre, alors, tu me sers pas, par contre. Alors, parce que je suis Front National, il faut pas s'engueuler. Je vais te dire. Et c'était justement pour vous faire réagir. Et ben là, la preuve, ça a réagi. Non, il est qui est emmerdé, il est sympa. Lâche à gauche. Alors, on est sans rancune. Tu m'en veux pas si tu Front Non, National. non, pas du tout. Mais tu te trompes. Ah, mais ça, c'est mon problème. Tapie fait une campagne remarquable, mais les Français vont adresser un message aux socialistes au pouvoir depuis 11 ans, en votant massivement contre la gauche. Tapie en pâtit, la région de Marseille lui échappe, au profit de son adversaire de droite. Jean-Claude Gaudin est élu président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bernard Tapie est battu, mais ses efforts vont être récompensés.
Une semaine après la débâcle au régional, Mitterrand est contraint au remaniement. Il faut du sang neuf chez les socialistes et Bernard Tapie a beaucoup impressionné le président lors de ces élections. Il le catapulte ministre de la Ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Vos impressions après le premier conseil des ministres? Il fallait trouver quelqu'un capable, dans des banlieues, dans des quartiers, d'avoir un langage et un instinct totalement compréhensible par un électorat. Et ça, évidemment, il ne trouvait pas ça au Conseil d'État ou à la Cour des comptes. Tout ça n'est que calcul politique chez Mitterrand. Ça l'amuse. Non, ça l'amuse. C'est une vision de l'anthropologue qui voit marcher des fourmis et qui dit tiens, c'est pas mal, si je mets une goutte de vinaigre, qu'est-ce que ça donne? Et je crois que c'était plutôt ça. Tapie est toujours le grand patron d'Adidas, mais il n'hésite pas une seconde à endosser aussi le costume de ministre. Il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Ça le mettait en transe, c'était un truc fantastique pour lui. Si vous voulez, dans la catégorie bonbons, c'est le plus gros des bonbons. Et dès le lendemain, nous sommes allés au ministère, c'était un samedi. Le ministère était fermé, naturellement. Et nous avons visité le ministère et on a commencé à faire des projets, effectivement, sur ce qu'il allait faire de son ministère. Mais l'enthousiasme de Bernard Tapie est loin d'être partagé par les autres ministres. Pour la plupart, Tapie est un homme d'affaires sulfureux dont l'éthique et la morale n'ont rien à faire dans un gouvernement socialiste. Ça a été les polémiques incessantes sur le mélange des genres entre ministres et hommes d'affaires. Il y a une question d'éthique politique qui fait qu'on ne peut pas être un très grand chef d'entreprise et être ministre du gouvernement, a fortiori dans un gouvernement socialiste. C'est évident qu'il y a toute une partie de la gauche qui est offusquée, choquée. Moi, je me rappelle très bien Lionel Jospin, il était scandalisé, en fait. Lionel Jospin, Pierre Mauroy. Il y avait Martine Aubry, il y avait Guigou. Ceux qu'on pourrait considérer comme les socialistes pur sucre trouvaient qu'en effet, ils faisaient tache dans le tableau. Mais Tapie n'est pas du genre à faire profil bas, et dès sa première intervention en Conseil des ministres, son attitude dérange. Au Conseil des ministres, il faut bien comprendre que c'est pas un endroit de débat du tout. On n'est pas là pour parler, pour étaler sa science, si j'ose dire. On n'est pas là pour faire le malin. Lui, il faisait le malin, il était un des plus populaires de France. Il envahissait la pièce, vous savez. C'est un moment très attendu. Tapie doit exposer son plan pour la ville. Selon le protocole, il est censé lire en 2 minutes les notes de ses collaborateurs et passer son tour. Mais Tapie veut se faire remarquer et face à ses collègues médusés, il monopolise la parole pendant de longues minutes. Il a parlé trop longuement, mais il a bien parlé. Et donc, je l'ai félicité, mais je lui ai dit « tu t'es fait beaucoup d'ennemis ». Je pense que son attitude n'était pas une attitude habituelle. Et donc, il a dû en agacer plus d'un. Il dérangeait, et en plus, si vous voulez, comme Mitterrand l'appréciait, il dérangeait encore davantage. Et c'est aussi comme ça qu'il a commencé à s'attacher la haine des socialistes. Parce que n'oublions jamais que c'est son camp qui l'a tué, que c'est son camp qui est allé lui chercher des noises, que c'est son camp qui l'a maltraité. Si à gauche, on déplore la nomination de Tapie, à droite, c'est une aubaine pour les députés de l'opposition. Ils vont utiliser sa réputation d'homme d'affaires sulfureux pour déstabiliser Pierre Bérégovoy dès son premier discours à l'Assemblée nationale. La France souffre d'avoir 900 000 chômeurs de longue durée. Elle souffre enfin du règne de l'argent fou, comme si tout s'achetait pourvu qu'on y mette le prix. Chômage, insécurité, corruption, voilà les 3 fléaux. Tapie n'est impliqué dans aucune affaire, mais la droite scande son nom comme s'il était un symbole de la corruption. Cette surprenante nomination de M. Tapie, elle est inexplicable, sauf à vouloir récompenser pour service rendu.
Mais quel curieux attelage, Monsieur le Premier ministre, que Monsieur Bérégovoy la rigueur avec Monsieur Tapie, l'homme de l'affairisme. Il faudra qu'un jour vous nous expliquiez tout cela. Tapie devait être un symbole d'ouverture. Il devient l'emblème du mélange malsain de la politique et des affaires. Pierre Bérégovoy est contraint de prendre publiquement la défense de son ministre. On a enregistré vos déclarations, notamment lors de votre premier discours à l'Assemblée nationale, et l'emploi d'ailleurs du mot corruption, qui était une nouveauté. Tout le monde s'est dit, il y a une contradiction qui arrive aussitôt lorsque Bernard Tapie est arrivé dans votre gouvernement. Est-ce que vous croyez que c'est un corrupteur ou un corrompu? Non, mais il est clair que, personnellement, ce n'est pas le problème. Permettez-moi de dire que c'est très grave. Non, mais ce n'est pas le problème. Mais simplement, objectivement, Bernard Tapie a soulevé un tollé dans l'opposition. Mais Bernard Tapie est dans mon gouvernement. Je considère qu'il est honnête. Je considère que c'est un gagneur. Je lui fais confiance. Le Premier ministre, droit dans ses bottes, parvient à éteindre la polémique. Quelques jours plus tard, les socialistes respirent. Le gouvernement est même plébiscité dans les sondages. Ça n'était pas arrivé depuis des mois. Mais une nouvelle affaire Tapie va remettre le feu aux poudres. Le coup est porté par le député RPR Georges Tranchant. Ce dernier accuse Bernard Tapie de l'avoir arnaqué lorsqu'ils étaient associés en affaires. C'est le début de l'affaire Toshiba. Les deux hommes sont propriétaires depuis 1982 d'une société de matériel électronique NAVS qui sommeille depuis des années. Récemment, Tapie parvient à la revendre au japonais Toshiba pour la somme d'1 800 000 francs. Du moins, c'est ce qu'il raconte à son associé. Belle vente, 1,8 million, amitié Bernard. Mais Tranchant vient d'apprendre que Tapie aurait en fait encaissé 13 millions, presque 10 fois plus. Tapie a été à Tokyo avec le président de la société et il a négocié une indemnité de 13 millions. Il s'est dit, puisque Tranchant est d'accord pour 1,8 million, j'en ai obtenu 13 de mieux, ce serait quand même pas normal qu'il les touche. Quand on a une conversation avec lui, il dit, mais écoute, t'as pas beaucoup le temps de t'occuper de cette affaire et tout, tu es débordé, t'inquiète pas, tu es bon ami, tu es bon frère, il me met la main sur l'épaule, je vais régler tout ça, je m'occupe de tes intérêts. Puis quand vous avez passé la porte de son bureau, il dit à ses collaborateurs, vous avez vu ce couillon, il me croit. Quand Tranchant s'aperçoit du poteau rose, évidemment, avec le RPR, il voit là une occasion rêvée de déstabiliser Tapie, les socialistes, François Mitterrand, puisque Tapie apparaît quand même comme le protégé de François Mitterrand à l'époque. Donc je revois Tapie, et là je lui dis, dis donc, je voudrais nettoyer cette affaire que tu as gérée de A jusqu'à Z. Et là, il m'a dit, va te faire foutre. Et il m'a dit, nous sommes au pouvoir et tu ne pourras rien faire. Autrement dit, il m'a en plus menacé. Mais Georges Tranchant dit avoir des preuves et il porte l'affaire en justice. Tapie est lâché le jour même par son propre camp. Pierre Mauroy, qui l'avait pourtant soutenu quelques mois auparavant, l'assassine en direct. Tapie n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, c'est tout. Je ne suis pas issu de cette... Mais surtout, je ne souhaite pas que le parti s'ouvre de cette manière-là. Tapie risque d'être inculpé pour détournement de fonds. Le soir même, le ministre de la Ville en poste depuis à peine 2 mois n'a plus qu'une solution, et elle est radicale. Bonsoir, l'information se bouscule ce soir. Démission de Bernard Tapie du gouvernement. L'homme d'affaires, président de l'OM, est convoqué la semaine prochaine par un juge d'instruction parisien pour être probablement inculpé dans l'affaire Toshiba. C'est le coup de tonnerre dans le camp socialiste et le premier choc d'une longue série pour Bernard Tapie. C'est le sentiment d'injustice que je ressentais qui était dur à digérer. Vous êtes blessé en ce moment, incontestablement. Ça va un peu mieux, ça a été très dur. L'homme politique vient d'être torpillé. Qu'à cela ne tienne, le businessman retourne à ses affaires. Tapie est encore à la tête de l'empire Adidas qu'il a racheté il y a 2 ans. Mais la marque est toujours en grande difficulté. Ce 16 juin 1992,
L'industriel est de retour au siège en Alsace. Et devant des salariés très inquiets, il laisse entendre que cette fois-ci, il abandonne la politique pour se consacrer à l'entreprise. La condition, elle est simple. C'est un engagement formel de ne plus foutre les pieds dans la politique pendant tout ce temps-là. Voilà. J'ai fait un choix catastrophique, ayant d'un côté mes affaires, de l'autre côté la politique, et j'ai porté un préjudice aux deux. Soi-disant, il s'occupe d'Adidas, il est ministre, il n'est plus ministre, il a des affaires sur le dos. Alors où on va être, nous? On ne peut pas croire à cet homme. Il ne nous a pas convaincus au sortir de cette réunion où il y a 80 personnes qui sont sous pression et qui sont prêts à en découdre avec lui. Et il sort de la salle pour nous dire elles sont belles, les Alsaciennes. Évidemment, ça fait son effet. L'homme d'affaires n'a pas convaincu par les mots, mais rares sont celles ce jour-là qui résistent à son charme. Ouais, il y a que des femmes, là. Là, la voiture est là. Hein? Ouais, t'as vu, elles sont drôlement belles, hein? Elles sont plus belles que les Parisiennes. C'est un homme de théâtre. Mais l'entreprise Adidas, c'est pas une pièce de théâtre. C'est pas un jeu, on joue pas. Quelques jours plus tard, le président de la République en personne va confirmer les doutes des salariés d'Adidas. François Mitterrand ne souhaite pas que son poulain lâche la politique. C'est un homme tout à fait remarquable. Dans le domaine qui lui a été confié, j'en attendais beaucoup. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'il ne sera pas en mesure de reprendre des fonctions de ce type dès lors que la justice aura mis au clair cette affaire de caractère privé. En réalité, dans l'affaire qui oppose Tapie à Tranchant, Mitterrand n'a pas l'intention d'attendre la décision de la justice. En coulisses, il œuvre même pour que son ministre revienne au plus vite au gouvernement. Le président de la République me téléphone. Je suis un jour au bureau, je prends le téléphone, c'était... Vous téléphonez souvent, monsieur Mitterrand? Jamais, jamais. Et donc j'ai réellement Mitterrand au téléphone qui me dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que c'est commercial? Ah, je dis oui, c'est une escroquerie commerciale, mais c'est un délit grave. Ah bon, ah bon? Et je lui dis, bah, écoutez, puisque vous êtes proche de Bernard Tapie, s'il me rembourse avec les intérêts et avec un dédommagement, moi je suis tout prêt à retirer ma plainte. Bon, je n'ai pas fait d'autres commentaires auprès du président de la République. L'intervention du chef de l'État fait peu de cas de l'indépendance de la justice, mais elle fonctionne à merveille. Tapie accepte de rembourser Tranchant. Tranchant retire sa plainte. L'avenir politique de Tapie s'éclaircit, comme par enchantement. Oui, Bernard Tapie revient au gouvernement. Il avait un litige commercial avec un député de l'opposition. La justice s'est prononcée. J'en ai tiré les conclusions que j'avais annoncées. Je vous rappelle quand même que personne ne m'avait obligé de partir quand j'en suis parti. Et à l'époque, j'avais dit, il ne me semble pas possible d'être à la fois inculpé et ministre. Bon, et j'avais dit, si je ne suis pas inculpé ou si je suis plus inculpé, on reverra la question. Et maintenant que je ne suis plus inculpé, ben on a revu la question. 7 mois après sa démission, Tapie retrouve son fauteuil de ministre. Mais cette fois-ci, il y a des conditions. Il doit se retirer totalement des affaires et revendre Adidas. Pierre Bérégovoy, après l'affaire Toshiba, lui dit « Si tu veux revenir, et tu reviendras », il lui promet qu'il reviendra, il faut que tu te débarrasses de ces entreprises. Il va revendre Adidas dans la précipitation. Il veut redevenir ministre et dans la précipitation, il laisse tout s'échapper. Bernard Tapie a donc revendu aujourd'hui sa participation dans Adidas pour un peu plus de 2 milliards de francs à un groupe d'investisseurs publics et privés. Il avait acheté ses 80% de la grande marque allemande pour 1,6 milliard il y a 2 ans et demi. Tapie vient de réaliser une belle plus-value de 60 millions d'euros grâce à la vente d'Adidas. Mais une fois encore, les banques publiques ont dû mettre la main à la poche en rachetant elles-mêmes 42% du capital d'Adidas. Le Premier ministre est alors à nouveau accusé d'avoir été trop généreux avec l'homme d'affaires. De la même façon que Pierre Bérégovoy avait ordonné à des sociétés publiques de participer au tour de table de Tapie pour acheter Adidas, eh bien on va donner l'ordre aux mêmes sociétés de contribuer au débouclage de l'opération, autrement dit de racheter l'entreprise pour le compte de Tapie. Ce sont des banques nationalisées
qui participe à un montage financier au profit de quelqu'un qui est devenu ministre. Et donc, vous voyez bien la situation de conflit d'intérêts. On est dans un système qui est incompatible avec une démocratie normale. Au lendemain de la vente d'Adidas, à droite, l'opposition tire à boulet rouge sur Bernard Tapie et ses amis au pouvoir. François Bayrou, qui a été le plus virulent, c'est pourtant un garçon pondéré. Il a parlé, lui, hier soir, je le cite, de pourriture, de pourrissement, de cancer, de gangrène. Écoutez les derniers arguments ce soir de François Daubert. Il se croit vraiment tout permis. Je ne sais pas s'il faut le dire au singulier pour Bernard Tapie ou pour l'ensemble du gouvernement, mais cette espèce de sentiment d'impunité absolument invraisemblable, on fait vraiment tout et n'importe quoi. Ça relève des mêmes réflexes que ceux d'une république bananière où on abuse de l'État, où on pille l'État et on se sert abusivement des entreprises publiques. Le pouvoir a-t-il favorisé Bernard Tapie en détournant des fonds publics ? Le président de la République est alors sommé de s'expliquer. Monsieur Tapie, ministre du gouvernement actuel, a récemment vendu Adidas à des organismes dont l'État est le principal actionnaire et qui sont donc proches du pouvoir. Est-ce que cet événement nous renvoie une image satisfaisante du milieu des affaires? Comme Adidas a été sous la conduite du ministre actuel, Bernard Tapie, de grand tempérament, de grand caractère, naturellement objet de lutte, aussitôt on a dit il est au pouvoir, il profite de ses amitiés, il a obtenu des faveurs. Eh bien je dis non, il n'y a pas eu faveur. Quant à moi, j'ai appris cette affaire en lisant le journal. Mitterrand parvient à éteindre l'incendie, mais la vente d'Adidas tournera 20 ans plus tard au scandale d'État. Pour l'heure, l'affaire porte un nouveau coup à l'image des socialistes, un mois seulement avant les élections législatives de 1993. C'est quand même une époque terrible pour le socialisme. C'est le naufrage éthique, le naufrage moral. Il y a une odeur d'argent dans la fin de ce second septennat. À l'époque, les socialistes eux-mêmes s'engueulent entre eux en disant « n'a-t-on pas versé dans les années fric ?» Et je pense que Tapie est quelque part le symbole de ce naufrage éthique de la gauche. Les Français veulent-ils tourner la page des années fric? Lors de ces élections législatives, ils sanctionnent en tout cas très lourdement les socialistes au pouvoir depuis 12 ans. Une gigantesque vague bleue déferle alors sur la France. Une très large victoire. Le parti de Jacques Chirac compte 247 députés, celui de Valéry Giscard d'Estaing 213, l'ancienne majorité présidentielle est laminée, 70 députés, dont 54 socialistes. Jamais la gauche n'a connu des fêtes aussi écrasantes. Le désaveu est sans appel pour François Mitterrand, qui doit se séparer du gouvernement bérégovois et se résoudre à cohabiter avec un Premier ministre de droite. Ce sera Édouard Balladur. Et pour la première fois dans un gouvernement, le jeune Nicolas Sarkozy, nommé ministre du Budget. Après seulement 5 mois d'exercice, Tapie, lui, doit déjà quitter ses fonctions. Il n'est plus ministre et il n'est plus homme d'affaires. Mais il n'a pas usé toutes ses cartouches. Et Dieu sait qu'il en a. Tapie est plus que jamais le président de l'OM, avec qui il va remporter une victoire historique. Quelques semaines plus tard, son club, l'Olympique de Marseille, remporte la Coupe d'Europe. Une première pour un club français. Grâce à un but de la tête de Basile Boli, l'OM bat le Milan AC 1-0. En finale de la Ligue des Champions, le président Tapie est ému aux larmes. L'instant est historique, on ne cesse de le répéter. Ça y est, vous l'avez. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. Bernard Tapie n'est plus ministre depuis 2 mois, mais grâce à cette victoire, il trouve une nouvelle occasion de s'afficher aux côtés du président de la République. Chacun l'ignore, mais la retentissante affaire OM Valenciennes est sur le point d'éclater. Pour comprendre l'affaire, il faut revenir 4 jours avant la finale de Coupe d'Europe. L'OM joue alors face au club de Valenciennes.
Le maire de la ville, Jean-Louis Borloo, est heureux de revoir son vieil ami Bernard Tapie. Mais à la mi-temps, un défenseur de Valenciennes affirme qu'un dirigeant de l'OM a tenté de l'acheter pour qu'il lève le pied. Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Est-il vrai que cette personne vous a proposé 200 000 francs? Oui, c'est exact. L'OM aurait tenté de corrompre plusieurs joueurs de Valenciennes afin de ménager son équipe 4 jours avant la grande finale en Ligue des Champions. Jusque-là, Bernard Tapie n'est pas impliqué, mais il va se jeter seul dans la gueule du loup. Alors qu'il n'est pas convoqué, il demande à être reçu par le procureur chargé de l'affaire, Éric de Montgolfier. Il veut le convaincre que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Tapie décide de se mettre au premier rang, ce qui est toujours une de ses faiblesses. Il ne résiste pas à occuper le devant de la scène. Quand même, il aurait tout intérêt à rester en coulisses. Il m'explique qu'il va m'expliquer. Bon, vous ne connaissez rien, monsieur le procureur, ça se sent. Je vais vous expliquer. Et il m'explique des choses intéressantes d'ailleurs, sans même bien se rendre compte, parce que c'est grâce à lui que je comprendrai ensuite pourquoi il y avait un intérêt à truquer ce match. Du coup, même si on n'avait pas franchement pensé à lui, là, il a bien fallu se poser la question. Le procureur a un avantage sur Tapie. Il détient la preuve qu'il y a bien eu corruption. Le jour même, la police vient de découvrir 38 000 € enterrés chez la tante d'un joueur de Valenciennes. Tapie l'ignore et il continue de pavoiser dans le bureau du procureur, à qui il rappelle qu'il est encore très proche du pouvoir. Il m'explique que d'entrée de jeu, je suis en retard, monsieur le procureur, je sors de l'Élysée, j'étais avec le président de la République. Et puis après, il a embrayé, après m'avoir présenté quelques arguments sur le thème comment un homme comme vous, dans ce petit parquet, méritez mieux que ça. Bon, ça veut dire, soyez compréhensif. Et puis vous verrez, vous aurez mieux. Après cette rencontre, Tapie devient plus suspect que jamais aux yeux du procureur. La guerre est déclarée entre les deux hommes qui vont s'affronter désormais par caméra interposée. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait me donner une information complète sur les mœurs dans le football français et compléter mon éducation d'apprenti footballeur. Personne n'est dupe, on assiste à la chasse à Tapie. On veut ça. J'ai cru entendre de M. Tapie un appel clair à la hiérarchie judiciaire pour museler le procureur de la République. C'est dommage. Ça s'appelle de la chasse à courre. Elle est organisée mais avec un seul objectif. Tuer Tapie. Vous savez, l'opinion publique, je finis par la connaître, elle est extrêmement malléable. C'est souvent celui qui parle le plus fort qui a raison. Surtout si on se tait en face. Lui, il y allait vraiment franc jeu. Je laisse faire ou pas? Non. Faux témoignage, subornation de témoins. Au fil des semaines, les charges s'accumulent contre Tapie, dont la mise en examen semble inéluctable. Mais il bénéficie d'un soutien inespéré. Lors de la traditionnelle interview du 14 juillet, François Mitterrand se lance dans un long plaidoyer pour son ancien ministre et en profite pour égratigner le procureur de Valenciennes. Il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie, une intelligence et une énergie. Toute personne qui n'a pas été reconnue coupable par un tribunal ou par une cour d'assises est présumée innocent. Et si par quelque opération que ce soit, on arrive à convaincre l'opinion que cet innocent est déjà coupable avant qu'il n'ait été reconnu dans les formes légales, commet une faute lourde. L'intervention du président n'y fera rien. Bernard Tapie sera jugé 2 ans plus tard et condamné lourdement, nous le verrons. Mais pourquoi Mitterrand s'implique-t-il autant dans cette affaire? Ce petit service n'est en fait pas désintéressé. En échange, Tapie va devenir l'instrument du président qui a besoin de lui pour éliminer son rival historique, Michel Rocard. Il n'aimait pas Rocard. Il n'aimait pas Rocard. Il ne l'aimait pas, il détestait sa façon de voir la politique.
Michel Rocard a de bonnes chances de conquérir l'Élysée dans 2 ans. Mais Mitterrand ne veut pas de lui comme successeur et il a un plan pour l'abattre dès les prochaines européennes où Rocard est la tête de liste du PS. Son plan s'appelle Bernard Tapie. Il encourage Tapie à monter une liste aux élections européennes. Et de ce point de vue-là, François Mitterrand a tout à fait utilisé Bernard Tapie comme cheval de Troie pour affaiblir Michel Rocard, ça c'est très clair. Tapie est plein de sang, encore plein de verve, d'envie. Tapie est le missile anti-Rocard parfait. Empêtré dans l'affaire OM Valenciennes, Tapie est prêt à tout pour s'attirer les faveurs du président. Il accepte donc de présenter sa propre liste aux européennes face à celle de Michel Rocard. Et afin de lui dérober un maximum de voix, le poulain de l'Élysée n'hésite pas à frapper très fort sur son adversaire. S'il veut être un jour président de la République, il va falloir qu'il comprenne que pour être à gauche, il faut être à gauche, il faut l'annoncer, il faut le dire, il faut le clamer. Ça se mérite, ça se décrète pas. La stratégie de Mitterrand a fonctionné mieux que prévu. La liste de Tapie obtient 12% des suffrages. Très affaibli, Rocard fait à peine 2 points de plus. Le rival du président est le grand perdant de l'élection. Son rêve de conquérir l'Élysée est ce jour-là anéanti. La mort politique de Rocard, elle date de ce moment-là. Et Rocard, après, a dit « j'ai été tué par un scud qui s'appelle Tapie ». Le missile Tapie a bien atteint sa cible. Et il n'est désormais plus du tout indispensable pour le président. À partir du moment où il avait flingué Rocard, sa valeur politique pour Mitterrand était beaucoup moins grande. Et d'ailleurs, ses difficultés ont commencé à s'aggraver à partir de ce moment-là. Malgré ses bons et loyaux services, Bernard Tapie ne bénéficie plus du soutien inconditionnel du pouvoir. Cela tombe mal, car au même moment, il doit faire face à une cascade record d'ennuis judiciaires et financiers. Le Phocéa, le 4 mâts de 74 mètres de Bernard Tapie, est la cible de 2 procédures distinctes. Le Phocéa vaut à Bernard Tapie 2 mises en examen au même moment. L'une pour fraude fiscale, l'autre pour abus de biens sociaux. Le deuxième dossier, celui d'abus de biens sociaux, instruit par la juge Eva Joly, vise la gestion du Phocéa. La juge d'instruction Eva Joly ordonne la garde à vue de Bernard Tapie, qui une fois de plus fait les gros titres des journaux. Bernard Tapie, visiblement très surpris par l'arrivée matinale des 10 policiers, s'est défendu. Je cite, bande d'enculés, police fasciste, salopards, Anne Batté, je me rappellerai de vos têtes. Pour Tapie, toutes ces affaires sont destinées à l'abattre politiquement. Est-ce que pour vous, c'est encore une fois l'acharnement que vous dénoncez souvent? D'après vous, je ne sais pas s'il existe encore un seul Français qui en doute. Tous les jours, il se passe quelque chose. Et tous les jours, quelque chose de pas bien, et de pas agréable, et d'insupportable. Aussi, mais qu'est-ce qui va encore arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Les affaires s'abattent sur Bernard Tapie à une fréquence inouïe. Mais l'estocade qui va le mettre à terre est portée par son banquier. Le Crédit Lyonnais, qui le soutenait depuis des années, est au bord de la faillite. Son nouveau directeur, Jean Perlevade, tente de sauver ce qui peut l'être et réclame à Bernard Tapie le paiement immédiat de ses dettes envers la banque. Car l'homme d'affaires n'a toujours pas fini de rembourser l'emprunt qui lui avait permis d'acheter Adidas en 1990, et il doit encore au Crédit Lyonnais 200 millions d'euros. Le Crédit Lyonnais a demandé une saisie conservatoire des biens du président de l'OM. Les huissiers se sont donc présentés au domicile de Bernard Tapie. Le bras de fer entre Tapie et sa banque est spectaculaire. Le Crédit Lyonnais fait saisir les meubles de l'homme d'affaires devant les journalistes qui n'en perdent pas une miette. On s'est retrouvés avec son épouse, on était assises par terre toutes les deux avec lui parce qu'il n'y a plus de meubles. Et elle lui disait, Dominique, pourquoi tu as fait de la politique? Et je lui disais pareil, j'ai dit, Bernard, pourquoi avez-vous fait de la politique? Il a vraiment signé son malheur le jour où il est entré en politique. Bernard Tapie est au bord de la faillite. Il n'a pas les moyens de rembourser les 200 millions d'euros qu'il doit au Crédit Lyonnais. Tout le monde s'attend alors à ce que le tribunal de commerce prononce sa faillite personnelle.
Contre toute attente, la Cour prend une décision plutôt inespérée pour l'homme d'affaires. Curieusement, au dernier moment, sans que personne ne s'y attende, le tribunal de commerce décide de lui offrir un répit. Donc on donne à Bernard Tapie une période de 6 mois, au fond, pour qu'il ait une chance de se refaire en quelque sorte. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mis en faillite? Puisque le Lyonnais a fait les comptes, le passif est plus gros que l'actif, il faudrait déposer le bilan. Et donc, à ce moment-là, on comprend que... Une instruction, une pression, une recommandation a dû forcément être faite au tribunal de commerce de Paris pour offrir ce répit à Bernard Tapie. Mais qui aurait donc intérêt à protéger Bernard Tapie? La presse soupçonne à l'époque le Premier ministre Édouard Balladur et son ministre du Budget Nicolas Sarkozy d'être à l'origine de la clémence du tribunal. Il y a des échos de presse qui paraissent un peu partout, notamment dans le monde, qui disent « mais c'est curieux, on a vu à plusieurs reprises le président du tribunal de commerce de Paris, qui à l'époque s'appelait M. Rouget, on le voit à Matignon, par des portes dérobées. Mais pourquoi est-il reçu à Matignon ?» Selon les observateurs, les démarches de Matignon en faveur de Tapie ne seraient pas désintéressées. Le Premier ministre Balladur aurait besoin de lui pour remporter la présidentielle, qui a lieu dans quelques mois. Et donc, il y a des contacts secrets qui sont très intéressants. Et Nicolas Sarkozy lui-même qui rencontre Bernard Tapie. La presse rapporte que lors de ces rendez-vous, Tapie aurait accepté de changer secrètement de camp. Il serait prêt à être candidat à la présidentielle pour affaiblir à gauche le plus sérieux concurrent de Balladur, Jacques Delors. On va bientôt rentrer dans une campagne présidentielle, avec Édouard Balladur, qui a des très grandes ambitions face à son ami de 30 ans, Jacques Chirac. Mais il a une inquiétude, en fait, qui est l'hypothèse Delors. Si Jacques Delors se présente, il a peur que Delors lui mange l'espace politique. La droite se dit, mais si Delors a quelqu'un en face de lui, à gauche, et si Tapie était ce candidat? Un Tapie qui va affaiblir Delors, c'est du bon pain pour nous. Quels étaient les intérêts mutuels? Je suis la torpille anti-Delors, et la contrepartie, c'est quoi? Une protection. Tapie, protégé par la droite à des fins électorales, Sarkozy et Balladur démentent catégoriquement cette version des faits. C'est d'une absurdité extraordinaire. C'est vraiment, on marche sur la tête si on en est à dire des choses pareilles. Vraiment, ça prouve que la campagne électorale est commencée, qu'elle va voler très bas si ça continue comme ça. Alors il faudrait vraiment que je sois un personnage totalement absurde pour m'être comporté comme on le prétend. C'est invraisemblable. Pas une seule procédure n'a été ni freinée ni accélérée depuis que je suis ministre du Budget. Que ça plaise ou non, je continuerai ainsi. Et tant qu'on ne m'amènera pas un fait montrant que j'ai freiné une procédure, je traiterai ceci comme on traite le grand guignol. Le ministre du Budget nie toute intervention de sa part en faveur de Bernard Tapie. Pourtant, à la même période, il aurait tenté de convaincre Jean Peyrelevade, le patron du Crédit Lyonnais, de cesser les hostilités envers l'homme d'affaires. C'est en tout cas ce qu'affirme Jean Peyrelevade 20 ans plus tard. L'entourage de M. Balladur, Nicolas Bazir, Nicolas Sarkozy, qui apparemment avait l'intention d'utiliser M. Tapie contre une éventuelle candidature de M. Jacques Delors à l'élection présidentielle, m'a appelé en me demandant pourquoi faites-vous des ennuis à ce pauvre M. Bernard Tapie. 6 mois avant la présidentielle, Bernard Tapie semble donc bénéficier du soutien de l'équipe d'Édouard Balladur. Mais leur alliance secrète va voler en éclats le jour où Jacques Delors crée la surprise sur le plateau d'Anne Sinclair. Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Comme Delors, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, renonce à se présenter, Bernard Tapie, il ne sert plus à rien. Est-ce le hasard du calendrier? Dès le lendemain de l'annonce de Delors, le fisc réclame à Bernard Tapie 23 millions d'euros d'arriérés d'impôts. Coïncidence encore? Le surlendemain, c'est le coup de grâce. Le tribunal de commerce annule le sursis de 6 mois qu'il lui avait pourtant accordé quelques jours plus tôt. Estimant que Bernard Tapie n'a pas les moyens de rembourser le Crédit Lyonnais,
il décide finalement de le mettre en faillite. Tapie, ruiné et inéligible pendant 5 ans. C'est le point de départ d'une très longue traversée du désert. Tapie n'a plus aucun soutien politique et ses ennuis judiciaires ont fini par le rattraper. Accusé de corruption et de subornation de témoins dans l'affaire du match truqué OM Valenciennes, il va devoir affronter la prison. Le procureur de Montgolfier a requis 6 mois de prison ferme. En appel, l'ancien ministre est condamné à une peine de 8 mois de détention. Je ne suis pas sûr que les faits justifiaient la peine ferme. Enfin, je vous le dis avec le recul, de manière emblématique, parce que c'était un personnage emblématique, pour le symbole, oui, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que je le referais. Après 165 jours de détention, Bernard Tapie sort de prison très éprouvé. Il est libre, mais il est inéligible. Et il n'a pas le droit de faire des affaires, ni d'exercer une fonction dans le football. La star déchue des années 80 doit repartir de zéro. Je suis encore garé n'importe où. Après 2 années d'une lente reconstruction, le voilà animateur radio. Vous avez combien de questions prévues aujourd'hui? Tu en as 11. 11, Bernard. Ils sont pas foulés, hein, je te signale. C'est nullissime, hein, vos mecs là. Il n'y a rien de terrain. Bon, c'est que de la merde, de toute façon. Allez, On a celui-là en ligne. Hein. Alors, vas-y, explique-moi les boutons. Bonjour, Bernard Tapie. Bonjour. Pendant les années 80, il y avait les pro-tapis, il y avait les anti-tapis. Comment vous vous situez, vous, intimement, par rapport à ces 2 extrémités? Ah, je vais vous dire, je suis beaucoup moins magouilleur qu'on le disait. Ouais. Et puis beaucoup moins exemplaire que ceux qui m'aimaient bien le disaient aussi. Pour faire oublier sa réputation de magouilleur, Tapie se reconvertit en faisant ce qui lui a toujours réussi dans la vie, le comédien. Et voilà, et là c'est fini, là il n'y a plus de baratin, là il faut y aller. Voilà, son rêve, vous voyez, c'est de me frapper, c'est de me faire du mal. Fini la politique, fini les affaires, le nouveau Tapie est désormais un acteur et un chanteur qui entonne gentiment C'est beau la vie, en chœur avec Doc Gynéco. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. Il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. Tout le monde pense à cette époque que l'odeur de la poudre est derrière lui. Mais Tapie a une obsession, récupérer sa fortune, subtilisée selon lui par le Crédit Lyonnais. Ils m'ont ruiné, humilié. Ils ont fait déménager ma maison avec des caméras de télévision dans la cour. Ils ont fait visiter ma maison par 2000 personnes et ils m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Pour comprendre la guerre qui oppose Tapie au Crédit Lyonnais, il faut remonter à 1992. Devenu ministre, l'homme d'affaires charge sa banque de revendre Adidas pour lui, au prix de 300 millions d'euros. Tapie pense avoir fait un bon coup, mais il va découvrir que c'est sa banque qui a fait une bonne affaire. Car elle a en fait revendu Adidas non pas 300, mais presque 700 millions d'euros dans son dos. Tapie va tout faire pour récupérer les 400 millions d'euros qui lui manquent. Il décide donc d'attaquer le Crédit Lyonnais, mais la justice est lente et incertaine. Alors Tapie aurait tenté en même temps de négocier son dossier directement avec le pouvoir. Il les invite à déjeuner. Certains cèdent, certains acceptent ces invitations à déjeuner dans des restaurants luxueux. C'est la force de Bernard Tapie. Pugnace, intrusif, vous ouvrez un peu la porte, il met le pied dedans. Il l'a fait chez Dominique Strauss-Kahn quand Dominique Strauss-Kahn était ministre des Finances. Il l'a fait ensuite chez Laurent Fabius quand Laurent Fabius succède à Dominique Strauss-Kahn. Il le fait ensuite avec Thierry Breton. Et à chaque fois, il a le sentiment qu'il est à 2 doigts d'y arriver. Après 5 années de siège et 3 ministres assaillis sans succès, l'arrivée d'un nouveau patron à Bercy redonne à Tapie de sérieuses raisons d'espérer.
Nicolas Sarkozy vient d'arriver aux finances et il n'est pas opposé à l'idée de régler son affaire à l'amiable. Un médiateur est désigné et une somme de 50 millions d'euros est même envisagée. Mais ce n'est pas suffisant pour Tapie, qui quitte la table des négociations. Il a refusé cette médiation parce qu'en effet, ça aurait épongé ses dettes, mais il n'aurait pas pu empocher un sou. Et c'était pour lui inacceptable. Son dossier est au point mort, mais pour la première fois, l'État est allé dans son sens. Et il le doit à Nicolas Sarkozy. Pour comprendre ce qui lie les deux hommes, revenons 20 ans en arrière. Nicolas Sarkozy est alors le jeune et ambitieux maire de Neuilly-sur-Seine et Bernard Tapie l'homme d'affaires brillant à qui tout réussit. Les deux hommes se rencontrent à Neuilly dans l'appartement du publicitaire Jacques Séguéla et entre les deux hommes, le courant passe très vite. Tapie déménage plusieurs de ses sociétés à Neuilly, mais aussi à Levallois, dans la ville du grand ami de Sarkozy, Patrick Balkany. C'est un petit monde, quoi. Enfin, on se voit quand il y a des cérémonies à la mairie, ils sont invités, quand il y a des remises de médailles, on s'invite à dîner. Un petit monde de politiques, de milliardaires et de grands patrons, l'alchimie idéale pour faire des affaires. Tapie va par exemple racheter les piles Vondaire avec le numéro 1 du bâtiment Francis Bouygues, dont le fils Martin est très proche de Nicolas Sarkozy. 20 ans plus tard, les liens entre Tapie et Sarkozy sont encore solides. Tapie n'a pas obtenu ce qu'il espérait du ministre des Finances, mais il repart à l'abordage avec un nouvel espoir. Tapie a des raisons d'espérer, car un an plus tôt, la justice lui a donné raison contre le Crédit Lyonnais. Mais la décision a été annulée en cassation et Bernard Tapie n'a toujours pas récupéré son argent. Désormais, il souhaite que son affaire soit réglée par un arbitrage, un tribunal privé dont le recours peut être décidé au sommet de l'État. Tapie va maintenant consacrer toute son énergie à tenter de décrocher cet arbitrage. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur et le grand favori dans la campagne présidentielle qui l'oppose à Ségolène Royal. Un mois avant le second tour, Tapie annonce sa préférence dans la presse. Et il fait un choix qui déconcerte tous ceux qui voyaient encore en lui un homme de gauche. Je n'arrive pas à savoir où veut aller Ségolène Royal. Elle manque d'expérience. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Sarkozy à mes faveurs. Ben, c'est son intérêt. C'est son intérêt parce qu'il s'est entendu avec Sarkozy. C'est-à-dire, ils savent que leur intérêt commun est voilà. Tapie parce qu'il a besoin de son arbitrage, Sarkozy parce qu'il a besoin d'être élu. Il applique la célèbre devise toujours du côté du manche, parce que c'est là où on pourra peut-être avoir un peu de blé, comme on dit dans le milieu. Hein, bon, voilà, je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Tapie ne recule devant rien pour plaire à Nicolas Sarkozy. Un mois avant l'élection, il l'aide à rencontrer son ami Bernard Kouchner, qui à l'époque joue dans le camp adverse, chez Ségolène Royal. Le président Sarkozy essaie d'avoir quelques prises de guerre, comme on les appelle, hein, pour montrer qu'il fait un gouvernement beaucoup plus large, y compris avec des gens qui ont servi à gauche. Et donc Tapie est trop ravi de rendre ce service-là. Et donc c'est lui qui appelle Kouchner. Et donc il y a finalement un petit déjeuner qui a lieu au ministère de l'Intérieur, à l'époque où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, où Tapie amène Kouchner. Et c'est Tapie qui sert d'entremetteur. À l'époque où Kouchner est l'un des porte-parole de la campagne de Ségolène Royal. Donc voilà, ils organisent la trahison et l'ultérieur ralliement de Kouchner à Sarkozy. Sarkozy vient de réaliser une conquête précieuse grâce à Tapie. Un service qui serait totalement désintéressé, selon Bernard Kouchner. Il n'a pas été payé pour ça, c'est parce qu'il pense que ce serait pas mal, parce que l'ouverture se fera. Il faut demander ça à Tapie, pas à moi. Vous dites qu'il n'a pas été payé pour ça. On peut imaginer, mais imaginez que... Quoi, qu'il a été payé par l'arbitrage ?
Enfin, il n'a pas besoin de moi. Mais vous me prêtez une influence considérable que je n'ai pas, c'est ridicule. Mais c'était un geste énorme de vous Mais c'était pas un geste énorme, comme si Nicolas Sarkozy ne peut pas me téléphoner tout seul. Voyons. Certes, la décision de régler son affaire par un arbitrage n'est toujours pas d'actualité. Mais tous les efforts de Bernard Tapie vont peut-être finir par payer. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Après la guerre de tranchées, Bernard Tapie peut passer à l'offensive. À peine Nicolas Sarkozy est élu, qui fait le forcing. Forcing à l'Élysée, il veut voir tout le temps. Plusieurs de vos collègues journalistes étaient suffoqués en allant à l'Élysée de tomber nez à nez avec Bernard Tapie sortant, qui du bureau de Pérolle, qui d'un autre conseiller, voire du bureau du président, puisque effectivement il a vu le président. Et il n'allait pas voir le président uniquement sur des affaires politiques. En un peu plus d'un an, Bernard Tapie se rend 22 fois à l'Élysée. Selon l'agenda présidentiel, il rencontre 4 fois en tête-à-tête le chef de l'État. Les autres rendez-vous ont lieu avec les proches du président, principalement avec son secrétaire général, Claude Guéant. Oui, il voit tous ces gens-là, comme bien d'autres. Maintenant, ça ne me gêne pas qu'il voit Sarkozy. Moi, je l'ai vu beaucoup plus que ça, mais il faut dire que j'étais son ministre. Enfin bon, très bien. Il y a plein de gens qui allaient à l'Élysée beaucoup plus que Bernard Tapie. Et je vous signale que Bernard Tapie, il allait à l'Élysée sous François Mitterrand de la même façon. Il a une séduction formidable. Imaginez la pression qu'il a mise sur tout le monde avant l'arbitrage. Je suis persuadé que les types des cabinets, vous voyez, ou les ministres, ils avaient une pression maximale de Tapie. Il leur vendait, attendez, moi je suis l'ami du président, hein, donc déconnez pas là. Hein, voilà, il sait le faire à merveille. Le dossier de Bernard Tapie se promène donc à l'Élysée avant de ressurgir au ministère des Finances. Et ce, grâce à un coup de pouce du ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, son vieil ami. C'est lui qui aurait contacté personnellement le cabinet de la ministre Christine Lagarde pour que la demande d'arbitrage de Tapie soit examinée avec la plus grande attention. Lui était favorable à l'arbitrage, mais il n'a décidé de rien. D'ailleurs, vous ne trouverez pas une pièce signée de Jean-Louis Borloo. Après 14 années de procédure entre Tapie et le Crédit Lyonnais, les efforts de l'homme d'affaires finissent par payer. 3 arbitres sont nommés et une décision qui va faire du bruit est rendue le 24 juillet 2008. Dans l'affaire Tapie, le tribunal arbitral qui lui a déjà accordé 285 millions d'euros d'indemnité s'est à nouveau réuni aujourd'hui pour décider du montant final qui devra être versé à l'ancien patron d'Adidas qui s'estimait floué par le Crédit Lyonnais. Compte tenu des intérêts et des frais, la somme versée pourrait atteindre 400 millions d'euros. Verdict des arbitres. Le Crédit Lyonnais a bien trompé Bernard Tapie lors de la vente d'Adidas. La banque est condamnée à verser à l'homme d'affaires 240 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 120 millions d'euros d'intérêts et 45 millions d'euros pour le préjudice moral. Au total, le pactole s'élève à 405 millions d'euros. Pour la ministre de l'Économie, l'arbitrage était la solution la plus rapide pour en finir avec cette affaire, mais surtout, selon elle, la moins coûteuse. On était en présence de douzaines de procédures qui duraient depuis plus de 15 ans, qui véritablement coûtaient une hémorragie d'honoraires à l'État. Plus de 10 millions d'euros ont déjà été consacrés à la défense dans ces affaires Tapie. Alors il y a un moment où il faut savoir aussi tourner la page, à condition que ce soit de bonnes conditions. On veut en finir avec cette histoire des années qu'on a appelées les années fric de la période Mitterrand. Ce soir, on entend des personnalités au Parti socialiste parler de copinage d'État. Est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer que Nicolas Sarkozy n'est pas intervenu dans ce dossier? Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Point numéro 1. Et est-ce que vous pensez que j'ai reçu des instructions pour protéger? Non. Il est inimaginable que la ministre de l'Économie et des Finances ait pris cette décision sans avoir une injonction du sommet. C'est purement et simplement impossible. La décision a été prise par le président de la République.
Donc je pense qu'il y a dans une République des principes qui doivent être respectés, et que dans cette affaire, ils n'ont pas été respectés, et qu'on a utilisé l'argent public dans des petits arrangements. On se plaint en disant mais c'est quand même bizarre, M. Tapie a gagné. Oui, il a gagné parce que le dossier est bon, point. Vous vous dites qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure. Et quelle intervention? Pourquoi? Vous pensez que le président de la République appelle les arbitres, les juges? Enfin, c'est ridicule, vous avez vu la qualité des juges? Mais la somme colossale attribuée à Bernard Tapie ne passe pas. Et 1 mois et demi à peine après la décision des arbitres, Bernard Tapie est sommé de répondre aux attaques de parlementaires centristes et socialistes, parmi lesquels François Bayrou, François Hollande et Jérôme Cahuzac. Il conteste l'arbitrage et soupçonne l'homme d'affaires d'avoir bénéficié des faveurs du pouvoir. Pourquoi y a-t-il eu une procédure d'arbitrage alors que la justice suivant son cours, les parties l'ayant saisi, il était possible de trouver une issue? Moi, je peux vous dire qu'à aucun moment, strictement aucun moment, on peut voir la main du pouvoir actuel dans la décision de faire l'arbitrage. Mais à aucun moment. L'homme d'affaires défend point par point son dossier, mais après 3 heures de face-à-face avec les parlementaires, l'émotion va prendre le dessus. Des arbitres, je crois, largement aussi crédibles que vous êtes, largement aussi honnêtes que vous êtes, ont décidé de me les donner. Et lorsque j'arrive et qu'un jour, un homme se fait traiter de tapis breton en Bretagne, parce que mon nom est devenu une injure publique, peut-être vous mesurez pas quelle est l'énormité du problème. Mais je ne souhaite pas de porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Et encore moins par la banque qui a gagné de l'argent sur mon dos. Je vous souhaite un seul jour de vivre ça. Une seule fois. Je vous souhaite de vivre ça. Oui, ça va. Je vous souhaite un seul jour d'être insulté comme ça pendant des années. Une menace prémonitoire, Jérôme Cahuzac sera lui aussi quelques années plus tard mêlé à une affaire d'État. En fin de séance, Bernard Tapie est interrogé sur la façon dont il compte dépenser ses millions et il s'engage solennellement. Les arbitres, ils ont donné ce qu'ils ont voulu donner. Ils l'ont estimé à ce prix-là. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. En tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, rappelez-vous de ce que je vous dis, ça ne sera pas pour acheter le Phocéa ni pour acheter l'Olympique de Marseille. Et je ferai ce que je pense que ma conscience m'ordonnera de faire. Voilà. La suite de l'histoire montre que Bernard Tapie va tenir sa promesse. Il n'achètera ni l'OM ni le Phocéa. En revanche, il va acquérir un yacht de 76 mètres à 40 millions d'euros. Il va aussi s'offrir une villa de 500 mètres carrés sur la Côte d'Azur pour 47 millions d'euros. Et il investit également dans un groupe de presse pour 51 millions d'euros. Dès qu'il a eu les ronds, vous avez vu qu'il s'est payé le bateau à Saint-Pon, le machin, etc. Non, mais il est fou, il est fou. Mais pourquoi a-t-il cette soif? C'est inadmissible ce qu'il a fait. Si vous prenez l'argent public, si vous prenez l'argent des Français au moment où ils se serrent la ceinture et que vous prenez cet argent pour autre chose alors que vous avez prétendu faire de la politique que de faire du bien aux Français, vous êtes un monstre. Vous êtes foutu de leur gueule et vous signez que vous êtes foutu de leur gueule. Il a signé qu'il s'était foutu de la gueule des Français. Cinq ans après la décision des arbitres, des zones d'ombre planent toujours sur cette affaire. La justice a ouvert plusieurs enquêtes et l'arbitrage a fini par devenir un scandale d'État. S'il s'avère que l'arbitrage rendu en votre faveur dans le dossier Adidas Crédit Lyonnais est entaché de favoritisme, ça va contribuer très largement au dégoût des Français pour la politique. Laissez-moi vous expliquer une fois. Pour qu'un arbitrage soit bidon, il faut qu'il y ait dans le coup la ministre, tous les fonctionnaires de Bercy, les 4 arbitres, ou 3 arbitres, les 6 avocats. Mais qui est capable de faire ça? Expliquez-moi qui est capable de faire ça. Je vais vous dire l'affaire, j'en ai marre de cette affaire. Je vais vous dire ce que c'est l'affaire. C'est M. Cahuzac, socialiste, qui va chez M. Migaud, socialiste, qui va chez M. Nadal, qui va chez... Regardez ce que c'est tout ça. Je vous demande de c'est juste que de terminer. Les socialistes. Et uniquement les socialistes. Non, non.
Tapie ne cesse de le répéter. Selon lui, l'affaire est instrumentalisée par les socialistes qui seraient prêts à tout pour avoir sa peau. Coïncidence ou pas, il a fallu attendre que François Hollande soit élu pour que l'État se décide à réclamer à l'homme d'affaires le remboursement des 405 millions d'euros. Les juges, quant à eux, soupçonnent Tapie, son avocat et l'un des 3 arbitres d'avoir truqué l'arbitrage. Ils sont tous mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Face à l'ampleur de la polémique, Bernard Tapie a écrit un livre pour donner sa version des faits. Ses derniers mots sont une ultime promesse. Je ne ferai plus jamais de politique.